L'histoire de la fourrure continue et pas juste une question de je suis pour, je suis contre. On parle d'économie. Puis de tradition. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode? Le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne, et moi-même pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue Audrey. Merci Elsie, bonjour. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, t'as pas trop froid? Comme d'habitude, Ouais. Voilà. on a des solutions. Bah oui, autre que du synthétique dans lequel on pourrait que transpirer. Mais Voilà. quelque chose qui nous tient bien chaud. On va parler de la fourrure. La fourrure, oui, alors ça, pour le coup, c'est vraiment l'objet de base qui a été porté pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles et des siècles, Et ouais, jusqu'à depuis le début. aujourd'hui. Alors, on n'est pas là pour dire pour, contre tout ça, hein. On fait de Non. l'histoire, de la socio, on discute un peu et on va discuter aussi des représentations. C'est clairement la fourrure, l'objet, le textile qui a la plus grande place en fait dans l'histoire du vestiaire européen. Mm. Elle a été considérée longtemps comme un signe de richesse et elle a fait l'objet de réglementations visant à limiter en fait certaines peaux extrêmement chères, plus exclusives, comme le renard, l'hermine, donc pour les limiter aux élites. Mais la classe moyenne, elle portait aussi des fourrures. Bien Portait sûr. des fourrures, donc plutôt du castor, des fourrures moins coûteuses, de la loutre aussi. On a Et trouvé des c'est mots plus super doux, hein. sexy. Ouais, alors, Mais et du c'est... lièvre. Si vous Ouais. aimez les petits lapins, voilà. Bon, si vous faites partie de la classe modeste, on va éviter ce genre de trucs et vous aurez le droit à une peau de chèvre ou une peau de mouton. C'est quand même moins glamour, faut bien le dire. Ouais. Mais par contre, ça répond toujours à la première chose, Mm, c'est se couvrir, tenir chaud, et ça voilà. tient vraiment super chaud. Euh, Quelle ouais. que soit la classe sociale engagée, voilà, on veut avoir chaud, Ouais. ne pas avoir froid surtout. Et, et la fourrure, en fait, pour le coup, traverse, c'est intéressant, les classes sociales. Il Et n'y a pas donc, beaucoup d'objets comme ça. ouais, au-delà des millénaires, tout à l'heure, tu disais que c'est là depuis le début. Et ça dépasse aussi les classes sociales. C'est super intéressant. Mm. Ouais. Alors, au Moyen-Âge, on a des fourrures qui sont réservées à la doublure. Mm. Voilà. Donc, assez communes. Donc, ils sont à l'intérieur pour bien réchauffer. Et si un jour vous avez l'occasion, que vous allez dans une friperie ou je ne sais quoi, essayez une fourrure à l'envers. C'est extrêmement chaud. C'est impressionnant. Ensuite, quand on est plus riche, on va utiliser des fourrures moins communes pour les garnitures, donc aux extrémités des manches ou sur le col. Et je vous conseille de regarder la série Les Borgia d'HBO, où vous voyez la maîtresse du pape, la Bella Farnèse, avec des détails de fourrure sur la coupe des vêtements, juste absolument sublimissime. C'est d'une très grande réalisation. Et la fourrure, vous vous en doutez, si elle est portée, c'est qu'elle est courue, donc il y a un énorme commerce qui se met en place très précocement entre l'Europe et le Canada, donc dès le XVIe siècle. En fait, un siècle après, mais voilà, dès qu'on connaît le Nouveau Monde, en gros, Mm. on va ramener des fourrures. Le castor, c'est le moins coûteux, C'est drôle. voilà, et c'est le moins coûteux, donc du coup, on va y avoir des élevages de castors très D'accord. très importants. Et il va servir donc au manteau,
au chapeau. Et c'est vraiment un commerce hyper lucratif. Ça marche à fond. Ça marche à fond. Au 18e, on a aussi des marchands russes qui vont, donc là, ça y est, la Russie, on est déjà peut-être un petit peu plus proche intellectuellement de ce qu'on connaît de la fourrure. Des marchands russes qui vont établir des maisons de fourrure puissantes, très puissantes, aux frontières, et qui vont fournir l'élite chinoise. Donc, il y a des petits arrangements économiques dans ce commerce de la fourrure entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, qui aboutissent même à la fondation de sociétés russo-américaines, ce qui semble un peu un peu bizarre. voilà, c'est le truc trop Improbable. bizarre. Voilà. Mais finalement, le Russe n'a pas toujours été communiste. Il a été aussi un capitaliste de la fourrure, clairement. Il y a aussi des distinctions qui peuvent apparaître dans la fourrure, notamment des distinctions de sexe. Donc ça, on s'en doute en fait un petit peu moins à la base. Au début, les hommes et les femmes vont porter tous les deux. Enfin, toutes sortes de fourrures. Ils portent hommes et femmes, ils portent toutes les fourrures. Ouais. Et à la fin du 19e, la fourrure se féminise. Elle n'est plus portée à l'intérieur, donc à l'intérieur, dans la doublure, mais à l'extérieur, signe de richesse, d'ostentation et de monstration, donc pour être visible. Donc l'image de la fourrure, à ce moment-là, elle devient de plus en plus négative, puisqu'elle n'est pas utilisée seulement pour réchauffer, mais voilà, pour se montrer. Ouais, alors voilà. Là, on a des morceaux juteux en littérature, extraordinaires. Symbole de luxe, donc de luxure, bien entendu. La fourrure montre la passivité féminine et la manipulation féminine de son pouvoir sexuel. La fourrure est immédiatement rapportée en fait au sexe. Ouais, le sexe transpirant. En 1925, on a dans Joyless Streets Greta Garbo qui campe une femme qui reçoit une fourrure en échange de ses services sexuels. Le truc hyper logique. Ouais. Le roman érotique aussi, bon ça, franchement, c'est à lire. C'est vraiment quelque chose de Léopold von Sacher-Masoch. La Vénus à la fourrure est paru en 1870 et il associe le manteau au fétichisme sexuel. Donc 1870, de toute façon, on est en plein fétichisme, on est à fond. Et un siècle plus tard, la fourrure, elle change. Donc 1870, elle change totalement d'apparence, si j'ose dire, de représentation, puisqu'elle devient le symbole de l'activisme en faveur des animaux. C'est un peu paradoxal quand même, ça. Non, ce symbole de l'activisme, tu vois, dans les années 1970. Ah oui, d'accord, voilà, pas compris voilà. ça. Ouais. Donc, pour défendre en faveur des animaux, pour défendre les animaux. Et là, en fait, on a des législations ultra complexes qui sont déjà à se mettre en place sur les espèces en danger, tout d'abord, puis des protestations qui ont fait la vie de la mode, finalement, parfois très spectaculaire, de la PETA aux États-Unis et de Lynx, L-Y-N-X, en Angleterre. Et c'est tellement spectaculaire, puis il montre vraiment les images de ce qu'on fait aux animaux, c'est ultra trash, clairement, qu'en fait, les fourrures vont véritablement, grâce à ce militantisme, voir leur vente diminuer. Ouais. Au XXIe siècle, c'est toujours un objet de luxe, clairement. Mais aujourd'hui, les matériaux sont quand même finement analysés, finement réglementés, sujets à des restrictions. Suivi. Voilà, suivi. Extrêmement suivi. Et afin de protéger les animaux. Et d'une manière générale, maintenant, la protection, les réglementations de la fourrure intègrent aussi une protection écologique, pour une stabilité écologique. Ces luttes environnementales, elles interrogent tout un système économique. C'est bien ça le problème. C'est parce que c'est un gros commerce. Ouais, exactement, c'est un énorme système. Ouais. Alors,
notamment parce que la fourrure, c'est un moyen de subsistance pour les populations en Alaska, au Canada et au Groenland. Mmh. Alors, heureusement, on a eu le développement aussi de la fausse fourrure. Ouais. Alors heureusement ou Ouais. voilà, faut toujours nuancer, Mmh. mais cette idée de juste, tu disais que tu parlais juste d'économie, je reviens là-dessus et de suivi énorme. J'ai été dans une grosse maison, de luxe, quand j'étais étudiante, et en fait, j'ai vu chaque jour qu'il y avait une personne qui venait et qui vérifiait les peaux, la provenance des fourrures. C'était hyper suivi, Mmh. mais il y avait ce suivi parce que justement, c'était une grosse marque et eux, Oui. par contre, eux, il y a le regard sur eux, hein. Par contre, tous les petits trucs, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où Mmh. ça vient et il y a juste, par exemple, le tour de la capuche, qui est d'une vraie fourrure, Mmh. mais qui en fait, cette marque n'est pas spécialisée là-dedans. Mmh. Heu, Là, ça, c'est ouf. Il y Enfin, a voilà. Gauthier qui avait arrêté de faire de la fourrure en disant Mmh. c'est pas que je suis contre la fourrure, mais c'est que on sait ce qui se passe sur des et on n'arrive pas. Il y a On quand même n'arrive des pas à le zones d'ombre sur la exactement. traçabilité. Ça, c'est vraiment problématique. Voilà. Cette politisation mondiale, elle a du coup entraîné un développement en fait de nouveaux types de teintures Mmh. et de confections de la part des fourreurs Ouais. pour modifier l'image traditionnelle de la fourrure et celle de son porteur. Parce que fourrure prostituée, alors c'est Ouais, pas ouais, non, facile c'est quand sûr. même à Alors vendre. que non. Hein. Et que, en fait, la fourrure, on peut la trouver dans d'autres objets, et pas seulement dans le manteau court, mais dans les gants, rien que les gants fourrés, les chapeaux. Il Mm. y a énormément d'autres produits. Et même si le manteau est, euh, ben, en fait, il est renouvelé. Et l'esthétique a besoin et a eu besoin d'être renouvelée. Mm. Ensuite, la fourrure synthétique, euh, elle a fait l'objet d'améliorations. Voilà. Parce qu'il faut bien le dire, une fourrure synthétique dans les années 80, enfin, ça se voyait à 3 km, hein, Ah ouais. tellement c'était C'est horrible. brillant. Voilà, c'était juste atroce visuellement. Et ils ont fait quand même pas mal de progrès euh, techniques, hein, vraiment. Mm. Et puis, bon, il y a quand même un truc qui est vachement plus marrant dans la fourrure synthétique, c'est les couleurs. Ouais, C'est couleur, vachement motif. funky. Ouais, c'est Ouais. super La longueur funky. la longueur du poil aussi, du coup, qui est plus facilement gérée et donc on peut s'amuser aussi différemment. Mm. Et l'entretien Ça rend- aussi. Ah, mais absolument. alors l'entretien, ouais. C'est finalement pour les anti-fourrures, hein, c'est devenu pratiquement un article vert, la fourrure synthétique, alors qu'on pourrait parler des heures. Peut-être qu'un jour on fera Ouais, un podcast moi ça me fait là-dessus, hein, sur sourire. le synthétique d'ailleurs. Mais de ce point de vue des anti-fourrures, Mm. c'est un article qui pour eux est plus vert que la fourrure qui tue tous les petits castors. Ouais. Alors que bah, du coup, j'amène juste une nuance, c'est dans le sens, sans partir dans le débat, mais justement, on crée du plastique quand même avec la fourrure synthétique, Mm. et alors qu'avec une vraie fourrure, euh, c'est sûr qu'il faut voir justement l'origine et la maison, et en même temps, elle va durer longtemps parce qu'en fait, elle nous exige, en fait, la vraie fourrure nous exige un véritable entretien. Ah oui, Et, et, et donc, bah, en fait, on en prend soin. Et donc, on ne la ouais. portera pas tous les jours, tout le temps. On pourra la transmettre à d'autres personnes ou la revendre. Mm. Alors qu'une fourrure synthétique, déjà, elle va sentir très mauvais. Elle peut vite brûler. Ne la mettez surtout pas à côté d'un radiateur. Non, non, mais on a compris le combat d'Elsie. Voilà. Hein. Vous avez tout capté. Hein. Parce que, alors moi, du coup, je vais faire un peu le diable aussi. Une fourrure mal entretenue, ça pue Ah le oui, mort. Quoi. ah oui, non, c'est sûr. Tu vois. Ah non, c'est pour ça que Donc, je dis ça exige l'entretien, ouais, par contre, c'est pas n'importe qui. Et c'est pour ça que ça faut pas que ça se démocratise non plus, parce que c'est pas n'importe qui peut s'offrir ça, parce qu'il faut, il faut prendre le temps avec cette pièce. ouais. Voilà. Je vais dire un mot sur l'appropriation culturelle. Ah oui, bah vas-y. Euh, parce qu'en fait, les Inuits, vous savez, les petits Inuits tout mignons, là, Mm. comme sur les glaces Esquimaux, à la fin du XXe siècle, ils ont commencé à gueuler
parce qu'ils voyaient donc cette image de l'Inuit avec sa fourrure reprise dans les défilés. Donc, ils ont réagi rapidement et expliqué que c'était de l'appropriation culturelle. Et donc, finalement, ils ont réussi à obtenir, en lien avec les institutions publiques comme le British Museum, l'organisation d'expositions sur leur propre création à eux. Bon, ça, c'est plutôt positif, traditionnelle, mais également contemporaine. Et donc, ça a mis en valeur la création des Inuits et ça a permis d'éduquer le grand public à leur art et ça leur a permis aussi de se faire une place dans ce commerce ultra lucratif, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire au pays des Inuits, il faut bien se le dire. Donc, bon. Et parce qu'on pense fourrure et tu parlais des Inuits, mais dernièrement, on va parler un peu actualité. La Covid-19, avec ces fermes d'élevage, justement, on ne pense pas du tout Danemark quand on pense fourrure. Ah ouais, je l'ai vu. Quelle horreur. Ouais, donc en fait, tu parlais que c'était tout un système de lucratif et un système économique. Il y a des pays entiers aussi européens, comme le Danemark, justement, qui ont construit toute leur économie nationale sur ce commerce-là. Et donc, on savait que ça allait être une crise, ça allait amplifier une crise économique mondiale où on va dire, creuser les tombes un peu plus profondément, c'est le cas de le dire, puisqu'en fait, ils ont dû, du coup, mettre 6 pieds sous terre des élevages entiers, en fait, de visons. De visons, ouais. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas fait vraiment 6 pieds sous terre. Ouais, j'ai lu ça, justement. Et donc, alors, on va finir sur cette horreur. C'est horrible. Donc, ils ont enterré les visons malades, voilà, à 1 mètre. Est-ce qu'il faut pas Sauf que les visons, ils sont remontés. Parce que le cadavre, quand il pourrit, on a Denis Boucka, notre archéothanatologue préféré, qui est un spécialiste, il va remonter avec les effluves, tout ça. Et donc, c'est horrible, parce que c'est comme des visons zombies. Et peut-être que moi, sur le moment, ça ne m'a pas fait rire. Parce que ça fait vachement peur. C'est un film d'horreur, c'est cauchemardesque. Mais je me suis dit que finalement, le vison, qui devait finir en fourrure, il se vengeait, quoi. Oui, c'est ça. Non, mais on va pas terminer sur cette image, mais juste de culture à nouveau. Du coup, moi, en lisant cette actualité, on a perdu Audrey. Désolée, je suis morte de rire parce que j'ai quand même inventé le vison vengeur. J'imagine. Oh là là. Mais non, mais du coup, moi, j'ai appris aussi. Maintenant, j'ai cette image dans la tête. Mais j'ai appris une question culturelle. C'est cette expression 6 pieds sous terre. Justement, elle date de la peste, en fait, de l'époque et que justement, il fallait enterrer malheureusement nos morts à 6 pieds minimum sous terre pour pas justement avoir cette problématique du coup écologique, environnementale et sanitaire et amplifier en fait la problématique. Mais ouais. Non, en tout cas, voilà, on voit que encore une fois, l'histoire et la mode, l'histoire, elle continue, l'histoire de la fourrure continue et c'est pas juste une question de je suis pour, je suis contre, c'est aussi, on parle d'économie, de pays et nationaux, c'est impressionnant. Et puis de tradition. Exactement, j'allais dire, et pensant à nos manteaux de nos grands-mères aussi, la tradition. Et oser les ressortir sans ostentation, c'est une belle pièce. Ça nous pousse à bien entretenir, ça nous pousse à apprécier un produit et justement à ne pas être dans le fast fashion.